Donc dans ce nouveau chapitre, nous allons parler du CRUD. Donc ça va être l'occasion de découvrir un petit peu le fonctionnement général du framework parce que c'est quelque chose qu'on va devoir faire et refaire encore et encore. C'est-à-dire que souvent, lorsque l'on crée un site, on veut avoir une gestion des contenus, les afficher, les modifier et les supprimer. Donc c'est ce que l'on appelle le CRUD. Et par rapport à ce CRUD-là, Ruby on Rails a encore une fois une convention sur la méthodologie adoptée pour les URL et les méthodes HTTP. Donc globalement, lorsque l'on va créer un CRUD, on va donner un nom à notre ressource. Cette ressource, pour la gérer, on a différentes URL. Si on appelle /post, donc / le nom de la ressource, en get, on obtient alors la liste des articles et ça pointera vers l'action index du contrôleur qui correspond. Si on appelle post/new, ça nous affichera un formulaire qui nous permettra de créer un nouveau contenu. Si on affiche /post/l'id, ça nous affichera l'article en question. Enfin, si on affiche /post/l'id/edit, ça devrait nous renvoyer un formulaire HTML qui nous permet d'éditer un contenu. Donc ça, ce sont les pages de base sur lesquelles on va pouvoir accéder lorsque l'on appelle ces pages en get. Mais si on utilise d'autres méthodes HTTP, dans ce cas-là, ça fera d'autres choses. Par exemple, si on appelle l'URL d'affichage de tous les articles en post, ça voudra dire qu'on veut créer un nouveau contenu. Donc si je poste sur cette URL-là des informations concernant un article, ça devrait créer un nouvel article avec ces informations-là. De la même manière, si j'appelle la page de consultation d'un article en put ou avec la méthode patch, ça veut dire que je veux mettre à jour cet article-là. Et si je l'appelle avec la méthode delete, ça veut dire que je veux supprimer l'article en question. Alors ne vous inquiétez pas, on va faire ça ensemble. Donc la première étape, ça va être de créer les différentes URL qui correspondent à ce CRUD. Heureusement pour nous, il y a un petit raccourci sur Ruby on Rails. Dans le routeur, vous pouvez utiliser la méthode ressource. Cette méthode prend en premier paramètre un atom qui correspondra au nom de la ressource. Et après, on peut lui passer d'autres paramètres supplémentaires que l'on verra plus tard. Donc nous, en l'occurrence, je vais revenir sur notre routeur. On avait créé une fausse route pour la page article. Mais là, on va supprimer ça. Et on va dire, je veux que tu crées tout un système de CRUD pour la ressource qui va s'appeler post. Donc maintenant, au niveau de mon terminal, si je demande à Ruby on Rails de me lister les différentes routes qui sont dans mon application, il va me créer automatiquement ces différentes routes. Donc c'est ce que l'on a retrouvé dans la documentation. Et par défaut, il va appeler cette route post, le nom de la ressource au pluriel. Et il créera deux nouvelles routes, une route pour la création d'un nouvel article et une route pour l'édition. Globalement, si je me rends sur mon site et que je fais /post, ça ne change pas la page que l'on avait créée précédemment. C'est-à-dire que /post va essayer d'aller sur le contrôleur post et sur l'action index, action que l'on a déjà créée et qui récupère les différents articles. C'est ce que l'on avait créé précédemment. Maintenant, imaginons que je veux consulter un article en particulier. Donc là, je vais mettre en dessous de chaque article un bouton « Voir la suite ». Donc au niveau de mon index.html.erb, je vais créer un nouveau lien, donc je vais créer un nouveau paragraphe et je vais mettre un lien. Donc je vais lui mettre la classe btn et btn primary, histoire que ça soit un petit peu plus joli. Et pour ce lien-là, je vais mettre le chemin vers la consultation d'un article. Donc le chemin, si on regarde au niveau de nos routes, c'est post. Donc là, je peux lui dire, je veux que tu accèdes à post_path. Et je peux lui transmettre l'ID de l'article que je souhaite regarder. Donc là, par exemple, ça sera post.id. Et après, à l'intérieur de ce bouton-là, je vais mettre lire la suite. Si maintenant je réactualise ma page, je vois que j'ai ce bouton lire la suite et lorsque je clique sur cet article-là, ça m'amène vers post/2 et vers cet article-là, ça me ramène vers post/3. Impeccable. Maintenant, cette route-là n'existe pas. En effet, il me dit il y a un problème. Dans ton contrôleur, je m'attendais à voir la méthode show. Méthode qui n'existe pas. Et c'est ce que l'on voit aussi au niveau du résultat de cette commande-là. Il s'attend à avoir pour le contrôleur post une action show. Donc je vais la créer, je fais un def show et à l'intérieur je récupère l'article. Donc on l'avait vu précédemment, il suffit de faire un coup de post.find et je lui demande de récupérer l'article qui correspond au paramètre qui est passé, params.id. Et c'est tout ce que j'ai à faire. Maintenant il faut que je crée la vue qui corresponde. Donc je vais la créer au même niveau que le index.html.erb. Donc je vais l'appeler show.html.erb. Et à l'intérieur, on va reprendre un petit peu le même concept. On va mettre un H1 avec le titre de l'article. Donc là, on peut le récupérer en faisant @post.name.
quoique non, oui, je l'avais appelé name, et ensuite on affiche le contenu. Donc je crée un petit paragraphe et je fais @post.content. Si je veux un lien pour revenir en arrière, donc là on va par exemple le créer juste après, ben, je vais reprendre ce que l'on a fait, c'est que je vais créer un paragraphe avec un lien qui va avoir la classe btn et btn-primary. Et dans ce lien-là, je vais avoir le lien vers la page qui liste les articles. Donc si je regarde au niveau de mes routes, c'est post avec un S. Donc là, le chemin, ça sera post avec un S _path. Pas besoin de lui passer de paramètres à ce niveau-là. Et là, on va mettre revenir aux articles. Si maintenant j'essaie d'accéder à la page 2, hop, je vois que ça m'affiche ici. Alors là, le titre ne s'est pas affiché parce que j'ai oublié de mettre un petit égal. Ça m'affiche le titre suivi du contenu et le bouton pour revenir aux articles. Si j'essaie d'afficher l'article numéro 2, ça m'affichera un article avec un titre mais pas de contenu. Si j'essaie d'afficher n'importe quoi, ben là je tombe sur une erreur. Lorsque vous faites un find et qu'il ne trouve pas l'enregistrement en particulier, il va renvoyer une exception. Donc là en développement ça nous renvoie cette page d'erreur, mais lorsque vous allez passer en production, ben vous pourrez capturer cette erreur là et afficher par exemple une page d'erreur 404 ou faire un petit peu ce que vous voulez à cet endroit là. Donc maintenant on se dit, bon ben c'est pas mal, on a ces deux pages là, moi ce que j'aimerais bien faire c'est une page pour éditer l'article. Par exemple, si je veux éditer l'article numéro 3, il faut que je crée la route qui va correspondre à /post/lid/edit. Donc si j'essaie d'y accéder, pour le moment il va me dire qu'il ne trouve pas l'action. Donc je vais tout de suite la créer. Donc je vais aller dans mon post contrôleur et je vais créer une nouvelle action que je vais appeler edit. Dans cette action, ben, on aura à peu près le même code que précédemment. Voire carrément on aura le même code que précédemment, parce qu'on aura besoin de récupérer notre article. Comme ça, ensuite, on pourra afficher le formulaire et pré-remplir le formulaire avec des informations. Si maintenant je réactualise, je vois qu'il ne trouve pas la vue qui correspond, donc je vais aller tout de suite la créer. Donc je vais m'inspirer de show et je vais faire un coup de edit.html.erb. Donc là, on est un petit peu embêté parce qu'on aimerait bien afficher un formulaire pour éditer l'article. Donc là, hop, on va mettre éditer l'article et on veut afficher un formulaire. Alors on pourrait tenter de se dire, bon ben pas de problème, j'écris mon HTML. L'action ici, ça sera elle est comme l'action pour consulter un article. Donc on pourrait mettre post_path et lui passer en paramètre l'id. Donc ça serait @post.id. Voilà, et après on créerait notre formulaire classiquement. Alors cette méthode-là fonctionne, mais ça va être compliqué parce que dans les différents champs, on va devoir afficher les valeurs, les choses comme ça, donc ça va nous prendre un petit peu de temps. Donc il faut savoir qu'il existe toute une série de méthodes qui va vous permettre d'écrire les formulaires plus facilement. Donc si vous vous rendez sur la documentation, il suffit que vous cherchiez le form helper. Donc, vous cherchez form helper Rails. Et vous allez tomber sur ce petit guide-là qui vous explique un petit peu comment générer les formulaires. Donc pour générer les formulaires, vous avez le form tag, mais si vous voulez générer les formulaires qui correspondent à un modèle en particulier, vous avez une méthode qui s'appelle form_for. Cette méthode prend en paramètre l'enregistrement que vous souhaitez modifier, l'URL vers laquelle on doit rediriger, et ensuite, ça prendra en dernier paramètre un bloc qui aura comme paramètre un form builder, qui est un objet qui va nous permettre ensuite de générer les différents champs. Du coup, on va utiliser ce helper-là plutôt que s'embêter à écrire ce formulaire. Donc on est parti. On fait un coup de form for et on lui dit je veux créer un formulaire qui correspond à mon article. Donc c'est @post. Et ensuite, ça prendra en paramètre un bloc. Donc ce bloc, ici, donc je n'oublie pas de mettre le end, ce bloc prendra en paramètre une instance de form builder. Le form builder, c'est quelque chose qui nous permettra ensuite de créer les champs. Et à l'intérieur de ce form builder, il va injecter les différentes valeurs, ce qui fait que dès qu'on veut générer un champ, on n'a pas forcément à s'embêter. Alors imaginons, je veux créer un champ maintenant pour modifier le titre de notre article. Donc c'est l'attribut name. Donc je vais créer une div qui va avoir la classe form group. Donc ça c'est juste histoire d'avoir un peu d'HTML. Et je vais créer un label avec marqué titre de l'article. On verra plus tard comment faire des plus jolis formulaires avec des librairies. Pour l'instant, on va rester sur du simple. Maintenant, lorsque je veux générer mon champ, je peux utiliser le form builder. Donc là, on nous donne quelques petits exemples. Nous, on va utiliser ici un text field comme l'exemple. Donc je lui demande d'afficher. Sur mon form builder, j'utilise la méthode text_field et ça prend en paramètre l'attribut que je souhaite modifier. Moi ici, je souhaite modifier le nom de mon article. Donc je mets ici $name. Alors je sauvegarde, je vais réactualiser et on va voir un petit peu de quoi il en retourne.
Donc si j'inspecte mon élément, je vois qu'il a généré un formulaire. Il a automatiquement mis l'action qui correspond parce qu'il devine que c'est une entité de type post, donc il trouve un peu tout seul la ressource qui correspondrait. Donc là, c'est génial, hein, on n'a rien à faire. Il rajoute un input qui permet de vérifier si on est bien en UTF-8. Il rajoute un autre input qui permet de définir la méthode. Alors lorsque vous postez un formulaire, la méthode qui est utilisée, c'est la méthode post. Dans les formulaires, vous pouvez mettre soit post, soit get. Le problème, comme on l'a vu dans la création du CRUD, c'est que pour un CRUD, alors hop, c'était ici, il s'attend lui à avoir une méthode patch et put. Malheureusement, on ne peut pas dans un formulaire ici mettre la méthode put ou patch, ce n'est pas supporté. Donc pour remédier à ce problème-là, dans les variables qui sont postées, il rajoute une propriété underscore méthode, et c'est cette méthode-là qui sera utilisée pour savoir qu'est-ce qu'il doit faire. Donc il verra cette méthode patch, il se dira bon, mais même si le verbe HTTP est put et post, j'utilise plutôt la méthode patch, et du coup il redirigera vers la bonne action. Ensuite, on a ici un Authenticity Token. Donc ça, c'est une clé qui est générée automatiquement par Ruby on Rails qui permet de se protéger contre les failles CSRF. Donc j'ai une autre vidéo dédiée juste à l'utilisation des failles CSRF, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à y voir. Mais globalement, ça permet de s'assurer que quelqu'un ne poste pas des informations sur votre site depuis l'extérieur, parce qu'il va lui falloir à chaque fois cet Authenticity Token. Ce token-là est vérifié parce que si vous regardez votre application controller, donc le contrôleur dont tous les contrôleurs héritent, qui se trouve donc dans le dossier app, on voit qu'il y avait cette petite méthode-là. On en reparlera plus tard, mais cette méthode dit que les formulaires ne peuvent pas être postés s'il n'y a pas de token CSRF et si ce token CSRF n'est pas valide. On verra juste après, on le supprimera et on va voir ce que ça va donner. Mais c'est cette ligne-là qui vous permet de dire, il y a besoin de cette protection-là. Voilà, et après, on retrouve notre formulaire. Donc au niveau du champ, le nom qui est utilisé, c'est toujours le nom du modèle au singulier, donc ici c'est post, et ensuite le nom du champ que l'on souhaite modifier. Donc si je veux rajouter des propriétés, je peux regarder la méthode textField un petit peu pour voir qu'est-ce qu'elle accepte. Donc si je remonte, donc là on va être un petit peu plus bourrin, on va aller directement dans l'API parce qu'on cherche les informations. On regarde le textField et on nous donne les différentes propriétés. Et on voit par exemple qu'on peut préciser une classe. Alors pour respecter le Twitter Bootstrap, il faut la classe form-control. Voilà, donc en second paramètre, on peut lui passer un hash contenant différentes propriétés qui seront transmises à l'HTML. Ça donne un truc un petit peu plus sympa. Maintenant, je vais faire la même chose, sauf qu'ici, je ne veux pas un text field, mais je veux plusieurs lignes. Du coup, ici, ça sera un text underscore area, et ça prend à peu près les mêmes propriétés. Donc là, ça sera le contenu, et ça sera la même classe, et on mettra le contenu de l'article. Et enfin, pour finir, on va créer une div qui va avoir encore la classe form-group, et à l'intérieur, on va créer un bouton de type submit, et on va lui mettre modifier l'article. Voilà, donc là ça me paraît plutôt correct, je réactualise la page, j'ai maintenant mon texte area, j'ai mon modifier l'article, alors je vais mettre un petit peu de classe histoire que ça soit encore plus sexy, et on sera bon. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'essaie de soumettre cet article-là? Si je clique sur modifier l'article, on voit qu'il me sort une erreur, il ne trouve pas la méthode update. Si on revient sur la partie routeur, lorsque l'on poste en patch, il s'attend à voir cette méthode update. Donc c'est cette méthode-là qu'il va falloir créer au niveau de notre contrôleur. Donc ici, on fait un def update. Donc d'abord, on doit récupérer l'article que l'on souhaite modifier. Et ensuite, par-dessus, on utilisera la méthode update que l'on a vue. Donc je récupère l'article toujours de la même façon parce que j'ai un params qui s'appelle id. Et ensuite, j'aimerais bien modifier ces informations. Donc là, j'ai besoin un petit peu de savoir qu'est-ce que j'ai. Donc ce que je peux faire, c'est faire un coup de puts et je vais inspecter params, histoire de voir un petit peu de quoi il en retourne. Si je réactualise ma page, ça va resoumettre le formulaire. Et si je regarde au niveau de mon terminal, hop, c'est pas à cet endroit-là, hop, c'est ici. Je vois les différents paramètres. Donc je vois le paramètre UTF-8, la méthode, l'Authenticity Token. Et après, j'ai une clé post qui va contenir les informations. Donc là, on pourrait se dire, ce qu'il me suffit de faire, c'est de prendre mon article et de lui dire d'updater l'article avec les informations qui sont dans ce paramètre-là, en faisant params. Et à l'intérieur, on cherchera l'article en question. Voilà, donc là, j'essaie juste de mettre à jour les informations. Si j'essaie de réactualiser et que je soumets, je vois que je tombe sur une erreur de type Active Model Forbidden Attributes Error.
Alors par défaut, ce que va faire Ruby on Rails, c'est qu'il va vous protéger contre ce genre de choses. Ce comportement-là, ça peut sembler intéressant au début, mais ça représente une grosse faille de sécurité, parce que quelqu'un qui se met à altérer votre formulaire pourrait envoyer n'importe quoi dans vos paramètres, et forcément, c'est pas idéal. Donc par défaut, Ruby on Rails n'acceptera pas que vous envoyiez des paramètres comme ça non vérifiés. Du coup, il nous faut valider ces informations-là. Donc si on remonte, hop, les paramètres, c'est une classe particulière. Donc on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans cette classe parameters. Donc, parameters. Et à l'intérieur, on a deux méthodes qui vont être très utiles, c'est la require et le permit. Alors le require vous permet en fait de vérifier qu'une information y est et vous retourne l'information. Donc là, on va enlever ce que l'on a écrit. Et si par exemple je veux les articles, je peux lui faire params et lui dire je veux les articles. Si je fais ça, il va me donner alors ce tableau-là. Alors là, on va l'inspecter. Puts. Et on va inspecter ça. Donc ça continuera à nous renvoyer des erreurs, mais ça nous permettra de tester les choses. Si je regarde au niveau de ma console, je vois ici que ça me donne donc un truc de type parameters et ça me renvoie seulement les paramètres dont j'ai besoin. Si je lui dis, tiens, je veux par exemple les paramètres qui correspondent à commentaires, si j'essaie de soumettre les informations, le require va détecter qu'on n'a pas de comment et dans ce cas-là, ça nous renverra ce type d'erreur. Une erreur de type parameter missing. Donc ça permet de s'assurer que ces informations sont là. Si elles n'y sont pas, ça nous renverra une erreur. Ensuite, on voit qu'on avait aussi un permit qui était à false. Si je réactualise ce coup-ci là, je vois que dans les paramètres, j'ai permitted false. Donc maintenant, il va falloir autoriser manuellement les champs que l'on accepte. Donc si je regarde la définition de la méthode permit, on peut lui passer en paramètre les choses que l'on accepte. Donc par exemple, on va lui dire j'autorise donc le nom et le contenu. C'est les deux champs que j'attendais depuis mon formulaire. Et ça, je vais l'inspecter. Si maintenant j'aurais essayé d'actualiser la page, donc je vais remodifier l'article, je vois ici que j'ai donc toujours mes paramètres. Par contre, on me dit oui, c'est bon, les paramètres qui ont été là ont été autorisés. L'avantage, c'est qu'une fois ces paramètres autorisés, donc là on va appeler ça post underscore params, je peux les envoyer au modèle, ça ne pose plus de problème. Je peux faire un @post.update et je te passe les post params qui eux ont été permis. Si maintenant j'essaie de remodifier l'article, ce coup-ci je vois qu'il fait bien un select et ensuite il tente de faire l'update. Alors là il n'en fait pas parce qu'il ne voit aucune modification, mais si je fais une modification, il me fait bien ici un update. Donc il est capable de mettre à jour le contenu. Une fois qu'il l'a fini, j'ai envie de rediriger l'utilisateur vers la consultation de l'article par exemple. Donc là on ne l'a pas vu pour le moment. Donc, pareil, prenez ce réflexe d'aller sur la documentation dès que vous avez besoin d'une information. Si vous cherchez redirect, hop, vous descendez et là, on voit que l'on a dans l'action controller une méthode qui s'appelle redirect back et redirect to. Alors redirect back, comme son nom l'indique, redirige vers la page précédente et redirect to permet de diriger vers une page en particulier. Donc nous, c'est plutôt un redirect to que l'on veut faire. Donc là, hop, juste après avoir mis à jour, on fait un redirect underscore to et on lui passe en paramètre l'URL. Donc l'URL, ça sera posts underscore path. Voilà, donc c'est carrément la page de tous les articles. Donc j'essaie de modifier cet article-là, je mets juste bienvenue, je clique sur modifier, tout s'est bien passé et je suis bien redirigé ici. Impeccable. Donc là, on a mis en place le système d'édition. Alors on va créer un bouton qui permet d'éditer l'article directement depuis cette page-là. Donc là, hop, on revient sur notre index.html.erb. On va créer ici un nouveau bouton qu'on va appeler éditer. Et pour mener à la page d'édition, si on regarde au niveau de nos routes, donc c'était au niveau de ce paramètre-là, c'est edit post path qu'il nous faut utiliser. Donc là, on mettra edit underscore post underscore path et on lui passe en paramètre l'ID de l'article à éditer. Si maintenant je réactualise, hop, je vois que j'ai ce bouton éditer et lorsque je clique dessus, ça me permet de voir ce formulaire-là. Formulaire dans lequel je peux rentrer mes contenus et lorsque je les modifie, automatiquement je suis redirigé et le contenu a bien été mis à jour. Vous voyez, c'est extrêmement simple. Alors maintenant, on a envie de créer une vue qui permet de créer un nouvel article. Donc je vais créer d'abord le petit bouton. Donc là, hop, on va le mettre ici. On va créer un paragraphe. À l'intérieur, on va mettre un bouton qui aura la classe btn success. Et on va mettre comme chemin
Donc si on regarde au niveau de la documentation, le chemin pour créer un nouvel article, c'est ce chemin-là, c'est new post. Donc du coup, on aura un helper qui s'appellera new post underscore path. Et là, ça sera créer un article. Si je sauvegarde et que je réactualise, j'ai ce bouton, et lorsque je clique dessus, j'ai une erreur parce que l'action n'est pas créée. Donc je crée l'action, je fais un def new. Pour l'instant, il n'y a rien à y mettre, hein, je n'ai pas d'article à récupérer ou quoi que ce soit. D'ailleurs, on va plutôt le mettre après. Voilà. Et je crée maintenant la vue qui correspond. Je vais m'inspirer de la vue d'édition, parce qu'au final, c'est un petit peu la même chose. Donc là, je crée une nouvelle vue que je vais appeler new.html.erb. Et à l'intérieur, je copie la même chose. Sauf que ça sera créer un article. Et je suis un petit peu embêté parce que pour que le formulaire marche, je dois lui passer une entité. Donc là, comment je fais? Ce que je peux faire, c'est qu'au niveau de mon contrôleur, je peux créer un nouvel enregistrement sans forcément le persister. Donc je peux créer un article en lui disant « Je veux que tu crées un nouvel article ». Voilà, globalement, je crée simplement une entité vide. Si maintenant j'essaie de réactualiser la page, je vois bien que mon formulaire s'affiche. Et si j'inspecte ce formulaire-là, automatiquement l'action qu'il met est la bonne. Et il utilise bien la méthode post, parce qu'il devine que cet article n'est pas persisté au niveau de notre base de données, et du coup il sait que c'est un article qui doit être créé. Donc il fait quasiment tout pour nous. C'est là où les conventions sont vraiment puissantes. Et on va renommer ça créer l'article. Au passage, si je reviens sur la page d'édition, je voulais juste vous le montrer tout à l'heure et j'ai oublié, si je supprime ce token là ou que je mets quelque chose d'erroné et que j'essaie de modifier l'article, voilà ce qui se passe. J'ai une erreur de type invalid authenticity token. Automatiquement, en fait, il vous protège. C'est-à-dire que si quelqu'un se dit, je vais prendre le formulaire et essayer de soumettre des informations, il ne pourra pas parce qu'il enverra un token non valide. Pour avoir le token, il est obligé de le demander à la page. Voilà, c'est une petite sécurité. Alors, revenons-en à nos moutons. Je suis ici sur la page de création d'un nouvel article. Je vais rentrer un titre et un contenu. Lorsque je vais soumettre cet article-là, je vais tomber sur une erreur parce que l'action create n'existe pas. Donc je vais la créer. Donc au niveau de mon contrôleur, je crée une méthode que je vais appeler create. Et à l'intérieur, je peux créer mon enregistrement. Donc pour récupérer les données, je vais avoir besoin de les rendre propres. Donc je vais utiliser un peu la même chose. Et d'ailleurs là, on va se dire, on se répète quand même, c'est pas forcément idéal. Ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais créer une méthode qui permettra de faire cette opération-là. On ne veut pas se répéter, jamais. Donc je vais créer une nouvelle méthode privée que je vais appeler post underscore params. Et cette méthode, elle va prendre les paramètres, elle va appeler la méthode params qui nous permettra de récupérer les paramètres. On fera un require pour lui dire que je veux les articles et un permit pour lui dire qu'on autorise le nom et le contenu. L'avantage, c'est que maintenant, plutôt que de créer une variable postparams, je peux directement appeler la méthode postparams qui nous fera ce traitement-là. Si demain j'ai envie de rajouter un nouveau champ, l'avantage c'est que je n'ai pas à le modifier à plusieurs endroits, il me suffit de le modifier ici et ça sera beaucoup plus pratique. Donc au niveau de ma méthode create, je vais dire je veux créer un nouvel article, donc je ferai un post égale post.create, je te passe en paramètre les paramètres qui ont été nettoyés et ensuite je redirige vers la page d'édition d'un article, par exemple, et je te passe en paramètre l'ID. Ou d'ailleurs, allez, plutôt la page de consultation de l'article, ça me semble plus logique. Si je fais ça, j'essaie de resoumettre les informations, mon contenu a été créé, et je suis maintenant sur la page de consultation de l'article en question. Voilà, donc là on a créé l'ajout, la modification, et il nous manque la suppression. Alors pour la suppression, c'est un petit peu particulier parce que si vous regardez, on vous dit ici qu'on doit utiliser la méthode delete. Vous ne pouvez pas directement appeler une URL, il faut une méthode delete. Donc pour avoir ça, il va falloir créer un petit formulaire avec cette méthode delete. Alors rassurez-vous, vous n'êtes pas forcément obligé de le faire. Vous avez un petit raccourci qui vous permet de créer des liens qui vont avoir une méthode. Alors hop, je vais venir sur la partie index.html.erb. Et là, je me dis, je ferais bien un lien qui ferait un lien vers post underscore path. Donc ça, c'est la page de consultation d'un article, pour rappel. Supprimer. Et on va lui mettre une classe en rouge, histoire d'indiquer que c'est un bouton de danger. Si je sauvegarde, voilà, j'ai cette page-là. Par contre, si je clique sur supprimer, ça amène à la page de consultation. Forcément, ça ne marche pas.
Si je regarde un petit peu le code source de ma page, je vois qu'il y a quand même du JavaScript qui a été injecté tout seul. C'est du JavaScript qui vient du dossier assets qu'on avait vu tout au début de cette formation. On reviendra dessus un petit peu plus tard. Dans ce JavaScript-là, il y a un script qui est intéressant, c'est jQuery UJS. jQuery UJS, c'est une librairie qui est créée par Ruby on Rails qui permet de rajouter des fonctionnalités à l'HTML à travers l'attribut data. Par exemple, si vous voulez mettre un message de confirmation sur l'utilisateur, par défaut, on pourrait être habitué à faire un onClick et à lui demander window.confirm et de faire des choses comme ça. Pas très propre. Vous pouvez faire un data-confirm et lui mettre le message de confirmation. Par exemple, êtes-vous sûr? Si je fais ça, je réactualise ma page. Dès que je vais cliquer sur supprimer, vous voyez qu'automatiquement, le JavaScript a mis une petite surcouche et j'ai ce message d'alerte. Si je clique sur annuler, il ne se passe rien. Si je clique sur OK, je suis redirigé. De la même manière, si vous voulez que votre lien soit posté avec une méthode particulière, vous pouvez utiliser l'attribut data-méthode. Et là, on va lui dire, je veux que tu appelles ça avec la méthode delete. Si maintenant j'ai réessayé, je clique sur supprimer, je suis sûr, et cette fois-ci, on voit bien qu'il appelle cette action-là avec la méthode delete. Si j'inspecte et que je sors l'onglet réseau, je refais la même opération, voilà, il a appelé cette URL-là, donc il utilise toujours la méthode post, mais dans les paramètres qu'il envoie, il utilise la méthode delete. Donc là, derrière, ce qu'il va faire, c'est que tout le JavaScript va faire une petite opération pour transformer votre lien en formulaire. Et avoir cette impression-là de lien simple. C'est automatique et transparent pour vous. Donc maintenant, il faut gérer cette action-là, cette action destroy. Donc là, pour le coup, ça va être plutôt simple. Au niveau de notre post controller, je vais créer une nouvelle méthode destroy. Et cette méthode récupérera l'article. Donc c'est toujours la même chose. On récupère l'article en fonction du paramètre qui est passé. Et après, je le détruis en faisant tout simplement un post.destroy. Et une fois que je l'ai détruit, je vais rediriger l'utilisateur vers la page qui permet de consulter les différents articles. Ça sera post_path. Et c'est tout ce que j'ai à faire. Si maintenant je re-sauvegarde, hop, cette fois-ci mon article a été supprimé et je vois qu'il a disparu. Là, je vais supprimer celui-ci et c'est bon. Donc là, j'ai mis en place un petit CRUD très simplement. Donc pour rappel, ça fonctionne de la manière suivante. Il faut d'abord au niveau de notre routeur créer les différentes routes. Donc on utilise pour cela la méthode ressource et on lui passe en paramètre un atome qui représente la ressource à modifier. Donc globalement, c'est le nom de notre table au pluriel. Ensuite, ça va automatiquement créer une série de routes. La page de consultation d'un article qui est /post/id en get. La page de consultation de tous les articles qui est /posts avec un s en get. Ensuite, on a une page de création d'un article, c'est /post/new. On a une page de modification, donc c'est /id/edit. Et après, si on appelle différentes URL en changeant la méthode, ça fait différentes opérations. La méthode patch ou put sert à faire un update, à modifier un enregistrement. La méthode de delete sert à supprimer un enregistrement. Et enfin, la méthode post à créer un enregistrement. Donc là, on a implémenté ce système-là pour des articles. Donc ce que je vous invite à faire, c'est d'essayer de faire la même chose pour un système de catégories. L'idée, c'est de pouvoir créer des catégories. Donc on leur donnera un nom et on mettra par exemple un slug. Je vous laisse essayer de le faire et on se retrouve juste après. Alors j'espère que vous avez essayé de le pratiquer, que vous n'avez pas tout de suite passé à la suite. On va créer notre système de catégories. Donc dans mon terminal, je commence par créer la migration qui nous permet de créer les données. Donc je fais pour cela un coup de Rails, gmigration, et on va l'appeler create category. Et on va mettre deux informations, on va mettre un name, qui sera donc une chaîne de caractères, et un slug, qui sera une chaîne de caractères. Je vais tout de suite regarder cette migration, qui est create category. Donc à l'intérieur, il crée une nouvelle table catégorie avec un S, il met le nom et le slug. Ça me va bien. Maintenant, je fais la migration. Rails db.migrate. Je vais maintenant créer le modèle. Donc je peux faire un Rails G modèle et le nom du modèle, ça sera catégorie avec un Y. Alors, il me dit qu'il y a déjà la migration. Oui, j'ai choisi de le faire avant. Donc là, je peux lui dire saute cette migration-là avec le drapeau --skip. Maintenant que ma catégorie est créée, je vais aussi créer le contrôleur. Rails G contrôleur, catégorie avec un S. Donc au niveau des actions, on aura un index, on aura un show, un update, un destroy
et un new et un edit. Voilà, donc automatiquement, il va créer le tout pour moi. Donc après, il y a une commande qui nous permet de générer tout, c'est-à-dire à la fois le contrôleur, la vue et tout ça, mais là, le but, c'est vraiment d'apprendre. Donc on n'apprendra jamais si on ne pratique pas. Donc maintenant, j'aimerais bien en haut afficher un lien vers la liste des articles et un lien vers la liste des catégories. Donc au niveau de mon layout principal, donc c'est le application.html.rb. Là où j'avais mis salut, je vais mettre post avec un S, paf, et ça sera le chemin vers les articles. Et je vais faire la même chose pour catégorie. Donc ça sera categories underscore paf, et ça sera catégorie. Si je sauvegarde et que je réactualise, il va me sortir une erreur, il ne trouvera pas cette action-là. Du coup, hop, au niveau de notre routeur, donc c'est le routes.rb, je vais rajouter la ressource catégorie. Donc je rajoute une ligne et je lui dis j'ai une ressource catégories. Si je réactualise, cette fois-ci ça fonctionne correctement. Alors par contre, hop, ouais, au niveau de l'HTML, j'ai un peu foiré, c'est ça. Maintenant, je peux me rendre sur la page catégorie et il faut que je crée la page index. Donc dans cette page index, on reprend un petit peu le même concept. Je vais prendre le categories controller. Dans la partie index, on doit récupérer les catégories. Donc on fait @categories égale catégorie point all. On les récupère toutes. Ensuite, dans la fonction show, on récupère la catégorie en particulier. Donc on fera catégorie égale catégorie .find et on récupérera celle que l'on a eu en paramètre. Essayez de le faire par cœur, c'est important. Ici, on fera un update, donc on récupère la catégorie en question. Et une fois que l'on l'a récupérée, on mettra à jour en faisant un catégorie.update et on récupère les paramètres. Donc ça sera catégorie underscore params. Et là, plutôt que d'écrire du code spécifiquement ici, ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer une méthode privée. Donc on la déclare tout en bas. Je fais un private. Et je définis ma méthode que je vais appeler catégorie params. Et elle prendra les paramètres, elle lui demandera d'obtenir la catégorie, et ensuite on va lui dire je t'autorise à avoir à la fois donc le name, qui sera le nom de la catégorie, et le slug. Je remonte, donc là pour l'update on est bon. Pour la vue de suppression, ça va être je récupère la catégorie, je la supprime, et je redirige ensuite. Donc je mets un redirect tout. Donc là on avait dit on redirigeait vers catégorie underscore paf. Ouais. Donc la création, on crée une nouvelle catégorie égale catégorie.new. Et après on ne fait rien, ça sera envoyé à la vue. L'édition, c'est un petit peu la même chose que pour la méthode show. Hop, on crée une nouvelle catégorie. Donc on verra comment optimiser un petit peu les choses. Et c'est tout. Non, je crois que j'avais oublié une méthode qui est la méthode create, def create. Donc là, on crée une nouvelle catégorie en faisant un @catégorie égale catégorie.create et on lui passe les paramètres. Et une fois que l'on a créé cette catégorie, on redirige vers la page qui correspond. Donc ça sera catégorie underscore paf et on te passe en paramètre la catégorie en question. Voilà. Et hop, la méthode d'update, on a oublié de faire un petit redirect et on redirigera vers la page de consultation. De la même manière, ça me semble plutôt logique. Donc je vais créer la page create parce que vu que je l'avais oublié dans la liste, elle n'existe pas. Donc maintenant je suis bon pour créer les différentes pages. Donc on va créer la page qui liste les catégories. Donc c'était catégorie index.html.erb. Donc là on va mettre les catégories. Ensuite, on va lister les catégories. Donc, on va mettre categories. Donc là, c'est @categories.each d'où on prendra en paramètre la catégorie en question. Et là, je me dis, allez, ça serait peut-être l'occasion de mettre un tableau. Donc, je crée un tableau. Je crée ensuite un t-head. Et ce tableau, je lui donne la classe table, histoire que ce soit un poil mieux présenté. Donc dans mon tableau, je vais créer d'abord une en-tête. Donc là, on va mettre l'ID. On mettra ensuite le nom de l'article et les actions. Enfin, le nom des catégories et les actions. Ensuite, je crée donc mon t-body et à l'intérieur, j'y mets ma boucle.
Dans cette boucle-là, je vais dire chaque boucle représentera une ligne. On créera un TD où on affichera l'idée de la catégorie, donc ce sera catégorie.id. J'affiche ensuite le nom de la catégorie et ensuite j'affiche les actions. Donc c'est là où on aura notre lien, par exemple, d'édition. Donc le lien d'édition, ça sera catégorie underscore paf, edit underscore catégorie paf. Et on lui passe en paramètre l'idée de la catégorie. Voilà, et on mettra éditer et on rajoutera une classe qui sera btn-primary. Tout en bas de notre tableau, on créera donc un petit paragraphe qui permettra de créer une nouvelle catégorie. Donc je crée un lien et à l'intérieur, je vais y mettre donc le lien pour créer une nouvelle catégorie. Ça sera new category path et on va lui mettre aussi la classe btn-success créer la catégorie ou une nouvelle catégorie. Bon, on se répète pas mal par rapport à ce que l'on a fait tout à l'heure, mais c'est vraiment pour que ça rentre. Là, je vois que je n'ai pour l'instant rien. Je clique sur créer une nouvelle catégorie et il faut que je crée le formulaire. Donc, je vais éditer le fichier new.html.erb. Donc là, on va appeler ça nouvelle catégorie. On crée notre formulaire, donc ça sera un form for la catégorie. Et ensuite, on lui demande de faire catégorie comme ceci. On n'oublie pas de mettre le end. Et à l'intérieur, c'est plutôt le form builder. On va créer notre text field. Donc on fait f.text underscore field. Et on lui passe en paramètre le nom de la catégorie. Et on fait la même chose pour donc, le slug, qui sera en fait utilisé pour l'URL. Et ça, on va l'entourer d'un form group. Voilà. Hop. Et on va mettre, on va pas mettre de label, on va plutôt mettre des placeholders. Donc là, vous pouvez utiliser des attributs HTML et mettre placeholder de points. Et on mettra, donc là, ça sera le nom de la catégorie. Et en bas, ça sera l'URL. Voilà. Si je réactualise, pouf, ça me donne ces trucs-là. Et pour que ce soit un poil plus joli, je vais rajouter la classe de point form-control. Et enfin, je n'oublie pas de créer le bouton. Donc je crée un form group et un button qui va avoir la classe btn-primary, créer la catégorie. Et on mettra que c'est un bouton de type submit. C'est un peu toujours la même chose, hein. Donc là, je peux créer ma catégorie. Je vais mettre catégorie de test. Et le slug, ça sera catégorie-2-test. Et ça fonctionne correctement. Ça me ramène vers la page de consultation où je peux mettre ce que je veux. Si maintenant je reviens sur le listing, je vois que j'ai ma catégorie. Je peux cliquer sur éditer et je vais avoir le formulaire d'édition. Donc pour le formulaire d'édition, encore une fois, on peut se rebaser sur le formulaire de création. Sauf que là, ça sera modifier la catégorie. Et ici, ça sera éditer la catégorie. Donc on verra dans les chapitres suivants comment on peut un petit peu améliorer les choses. Parce que là, on se répète. On voit qu'on est obligé de créer 2 fois le formulaire et c'est pas du tout pratique. Si je réactualise, pouf, j'ai le formulaire d'édition et je vais mettre catégorie de test 2. Je sauvegarde et ma catégorie a été modifiée. Voilà. Donc là, je vais créer une autre catégorie. Hop. Catégorie 2. Et là, catégorie-2. Si je vais là, il me manque juste l'action de suppression. Donc là, c'est sur ma partie index. Sur ma partie index, je vais rajouter pour chaque ligne un bouton qui va avoir la classe danger. Et je vais lui dire que je veux un message de confirmation. Donc là, on va faire court, on va mettre sur point d'interrogation. Et je veux utiliser la méthode delete. Vous êtes au passage pas obligé de la mettre en majuscule. Et là, ça sera supprimé. Et le lien, ça sera donc catégorie path. Si j'essaie de réactualiser, j'ai bien ce lien de suppression et si je clique, on me demande de confirmer et si je confirme, mon contenu a été supprimé. Donc voilà comment mettre en place un système très rapidement de catégories. Donc comme je vous l'avais dit, on n'est pas obligé de faire tout ça à chaque fois. C'est-à-dire que c'est relativement générique et vous voyez qu'entre le système d'articles et le système de catégories, on se retrouve un petit peu avec le même concept. Donc on a une commande qui génère un petit peu tout ça pour nous, c'est la commande scaffold. Donc par exemple, si on veut créer un système d'utilisateur,
ben, vous faites un coup de Rails, Generate, Scaffold. Vous allez donner un nom à votre scaffold, donc là, nous, ça sera user, et ensuite, on va lui expliquer les différents champs. Donc, on imagine avoir un username qui sera une chaîne de caractères, une bio qui sera un texte, et après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Juste de faire cette commande-là, ça va générer beaucoup plus de choses. Ça crée une migration, ça crée donc les tests comme d'habitude, ça crée le contrôleur et les différentes vues qui correspondent. Maintenant, je vais migrer ça en faisant un railsdb de .migrate. Et si je réactualise, hop, je vais avoir accès à une nouvelle URL users qui permet de gérer les utilisateurs. Et là, je vois que je peux créer un nouvel utilisateur. Hop, ça me fait un petit peu ce que j'ai fait tout à l'heure. Ça me génère en fait la même chose que pour les catégories, sans que je n'ai eu rien à faire. Donc après, il y a un petit peu de style à modifier. On peut même créer un template pour ce scaffolding. Voilà, donc cette commande va être très pratique plus tard. Et lorsque vous avez bien compris comment fonctionne Ruby on Rails, vous n'avez pas forcément à vous embêter. Vous allez vous créer un template et après utiliser la méthode scaffold pour mettre en place rapidement des systèmes de modification de contenu. Donc pour l'instant, nous, on ne va pas se baser sur ça parce que je veux vraiment vous expliquer tout ce qu'il y a autour et comprendre un petit peu le code qui sera généré dans ce scaffold. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un Rails dp de .rollback. Donc je vais supprimer du coup le système de compte utilisateur et je vais défaire mon scaffold. Alors pour défaire quelque chose que vous aviez créé avec un Rails-G, il suffit de faire la même commande mais en utilisant la méthode destroy ou le raccourci cd. Si je fais ça, il fait la même chose en sens inverse. Donc là en l'occurrence, il va supprimer tout ce qu'il a fait. Et ça me permet de revenir. Donc si maintenant j'essaie d'accéder à /users, ça ne marche plus. Et par contre, voilà, j'ai mon système de catégories et d'articles qui recommence à fonctionner. Donc le but de ces premiers chapitres, c'était de faire un petit tour d'horizon en fait du fonctionnement de Ruby on Rails, pour déjà que vous fassiez une idée, est-ce que ça vous plaît ou pas. Ce que je vous propose dans les prochains chapitres, c'est de rentrer un petit peu plus dans le théorique, mais on va garder la base que l'on a créée. Et on va corriger pas mal de choses. Ce que l'on va mettre en place, c'est essayer d'optimiser pour éviter d'avoir à écrire ce code en permanence. On va essayer de mettre des petits messages pour indiquer à l'utilisateur ce qui s'est passé, parce que là, quand on modifie, on ne se rend pas vraiment compte que quelque chose a été modifié. On va ensuite voir un petit peu les modèles, et notamment parler des validations et des liaisons. Nous, ce que l'on aimerait bien faire, c'est par exemple pouvoir associer une catégorie à un article, et on ne veut pas non plus que quelqu'un puisse créer un article vide. Donc on va améliorer ça, et enfin, on va finir sur les vues, et on va voir les différents helpers. Donc on a vu rapidement ce helper de formulaire, on a vu rapidement le helper des URL, mais on va rentrer un petit peu plus en profondeur pour découvrir comment créer nos propres helpers et d'où ils viennent. Donc ça va être beaucoup de théorie, mais ça va nous permettre d'améliorer le code qu'on a écrit jusqu'à maintenant. Donc je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre consacré au contrôleur.